à cette autre édition du rapport Boivin, édition du 15 novembre 2018 pour la période du 9 novembre jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, ce qui a tenu le haut du pavé, c'était le jour du souvenir, dimanche passé, les différentes cérémonies. Faut dire que c'était assez spécial, malgré que si on se rapporte au Canada, on n'en a pas tellement fait état. En tout cas, j'en ai pas autant entendu parler que dans d'autres pays, alors qu'en France, c'était très, très fort, c'est-à-dire les 100 ans de l'armistice. Parce qu'il faut se rappeler que le jour du souvenir, essentiellement, c'est pour se souvenir du 11 novembre 1918, jour de l'armistice, Première Guerre mondiale. Ça ne nous empêche pas de célébrer aussi, de se souvenir des autres gros conflits, de nos morts, nos soldates morts sur les champs de bataille, que ce soit Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, les différents conflits à travers le monde, et Dieu sait qu'il y en a. Et on profite de cette occasion pour se faire. Cette année, c'était spécial, compte tenu, comme je le disais, des 100 ans de l'armistice. Il y avait une cérémonie extrêmement spéciale qui se déroulait en France. La plupart des grands chefs d'État étaient sur place pour aller commémorer cet événement. Se rappeler, faire en sorte qu'en se rappelant qu'on ne répète pas les conflits du passé, que ça donne... on avait aussi jumelé à ça, du côté de la France, un sommet sur la paix. C'était assez spécial. Je ne sais pas si vous avez vu les images qui sont sorties de ça. Moi, l'image qui est venue me chercher le plus profondément, au-delà de nos anciens combattants qui participent à ces moments forts de l'année, c'est la photo d'Emmanuel Macron et de Angela Merkel de l'Allemagne, le président français avec la chancelière de l'Allemagne, parce qu'on sait que dans ces gros conflits, c'était l'Allemagne contre le monde, contre les Alliés. Alors, de les voir ensemble, côte à côte, se tenant par le bras, c'était assez significatif, en tout cas, du cheminement qu'on a pu faire à travers ces épisodes très malheureux de l'histoire. Évidemment, il y avait le président Trump, il y a eu toutes sortes d'histoires, je n'embarquerai pas sur le fait, il ne s'est pas présenté à une cérémonie spéciale parce qu'il pleuvait trop fort. Sa version en lui est très simple, c'est ces gens de Air Force One qui ont dit non, tu ne te rends pas parce que c'était trop compliqué pour l'hélicoptère, trop dangereux, et d'envoyer une voiture, ça aurait été trop compliqué. Peu importe, de toute façon, peu importe ce que fait Trump, il y a toujours quelque chose de conflictuel autour de ça. Le premier, par contre, qui a dirigé une salve de mots à son égard, c'est son grand chum, Emmanuel Macron. On pensait bien que Trudeau avait été tassé dans du club des préférés de Donald Trump au profit d'Emmanuel Macron. On se rappelle des images qu'on avait vues à la Maison-Blanche lors de la visite d'Emmanuel Macron et de sa femme auprès du président Trump et de sa femme. Et, tu sais, c'était les claques dans le dos, puis hey, en veux-tu, en v'là. Macron a profité de l'occasion du sommet de la paix, mais aussi des cérémonies entourant l'armistice, les 100 ans de l'armistice, pour envoyer des messages assez cinglants en parlant et en mettant en opposition les notions de nationalisme versus patriotisme. Évidemment, Macron sous-entendant que les États-Unis, avec Trump à sa tête, qui sont un petit peu, pour ne pas dire beaucoup plus, protectionnistes, fermés sur eux-mêmes, alors que patriotique, bon, c'est oui, tu mets à l'avant-scène la patrie, mais tu ne le fais pas au détriment des autres nations. Et ils se sont un petit peu envoyé des insultes. En tout cas, Trump a pris la balle au bond et a fait ce qu'il fait pas nécessairement le mieux, mais le plus souvent, c'est-à-dire des tweets, alors qu'il a dit à la France, je me demande bien où est-ce que vous seriez sans les Américains. Il y a un bon point en passant. Vous seriez probablement tous en train de parler l'allemand si on n'était pas arrivé pendant ces gros conflits, alors qu'on sait tous qu'il y avait eu, la France avait été occupée par les Allemands, entre autres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne fait pas avancer les choses trop, mais c'est du grand Trump et ça montre que le personnage est de plus en plus
comment je pourrais dire, un peu conflictuel au sein de la communauté internationale et c'est pas nécessairement toujours bon pour des concepts de paix. Il y a eu aussi, pour me rester sur le cas de Trump un petit bout, juste pour dire que dans son cas, lui, il avait de l'air, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les photos, alors que tout le monde sourit, essaye de bien paraître ensemble, il y a eu un moment où Poutine, le président russe, est arrivé devant Trump. Je pense à la seule fois que Trump a réussi à sourire de toute l'activité, de toute la cérémonie. Mais il faut dire que pour Donald Trump, c'était une semaine difficile. Difficile pourquoi? Parce que, bon, il y a eu ça, certaines controverses, certaines attaques à mots voilés ou presque de la part du président français, mais il y avait aussi, parce qu'ils n'ont pas fini de compter les résultats des élections à mi-mandat aux États-Unis, et ça a l'air que la débandade à la Chambre des représentants, au Congrès américain, est beaucoup plus grosse qu'on pensait du côté de Donald Trump. Et sa victoire du côté du Sénat est beaucoup moins forte qu'elle avait été initialement annoncée. Alors, les démocrates sont allés chercher beaucoup plus de sièges qu'on avait dit la semaine dernière. Et au Sénat, beaucoup moins de sièges pour les républicains que ce qu'on avait annoncé. Ils ont quand même, ça reste tel quel, c'est-à-dire que le Sénat demeure à majorité républicaine et la Chambre des représentants, le Congrès américain, passe maintenant à majorité démocrate. Mais donc ça n'a pas été nécessairement très bon. Il y a eu aussi un recours qui a été entrepris, vous vous rappellerez, la semaine passée, pendant une conférence de presse au lendemain des résultats de ces élections de mi-mandat. Tu as un journaliste, M. Acosta de CNN, qui tenait son micro entre ses mains, posait des questions qui ne plaisaient pas au président américain, qui l'a forcé à passer le micro à quelqu'un d'autre. Une de ses stagiaires s'est levée pour ramasser le micro. Après ça, il y a la Maison-Blanche a essayé de faire croire au monde que le journaliste de CNN avait été agressif envers la stagiaire de la Maison-Blanche, ce qui n'était pas le cas. Ce n'est pas parce que tu accélères la vidéo que ça rend ça plus agressif en passant, là, mon ami Donald. Mais ceci étant, le lendemain, la Maison-Blanche a enlevé l'accréditation au journaliste en question, donc lui interdit l'accès à la salle de presse à la Maison-Blanche. Et CNN a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire est en cours pour dire que c'est une infraction, si vous voulez, au droit de la liberté de presse et c'est devant les tribunaux. Probablement que même d'ici la fin de l'enregistrement de l'émission, on aura peut-être une idée de la décision qui est rendue parce que c'est entendu hier, mercredi, devant la Cour. On verra ce que le juge, en passant un juge qui a été nommé par Donald Trump, pense sur le sujet. Mais là où ça peut devenir intéressant, c'est que et CNN et Fox, vous savez tous, vous êtes, ceux qui m'écoutez, là, vous êtes soit des amateurs de CNN, donc plus démocrates, ou encore des amateurs de Fox et plus du côté républicain de Donald Trump. Mais les deux médias se sont mis ensemble pour affirmer le droit du journaliste à son accréditation et que le président ne peut pas juste comme ça le retirer. Alors, c'est à suivre, on verra ce qui va ressortir de tout ça, mais quand on voit CNN et Fox se mettre ensemble pour appuyer un concept extrêmement important au niveau de la démocratie, ça devrait rasseoir un peu Donald Trump. Sa femme, qui a parti une chicane avec la conseillère, une adjointe à John Bolton, qui est le directeur du Conseil à la sécurité nationale, un des plus gros conseils, un des plus gros comités du président Trump. La femme de Trump, Melania, qui a décidé que cette dame-là, Mira Ricardel, l'adjointe de John Bolton, ne méritait pas sa job et on l'aurait congédiée, replacée peut-être quelque part cachée à Maison-Blanche. Mais en tout cas, ça ne regarde pas trop bien, ça ne sent pas trop bon. Ce n'est pas des bons temps pour Donald Trump. Du côté du Québec, on a eu droit
aux funérailles d'État cette semaine de Bernard Landry. C'était une magnifique cérémonie, évidemment, avec beaucoup de discours d'anciens premiers ministres, du nouveau premier ministre François Legault. Tout le monde a salué le personnage qui était Bernard Landry, qui s'est dévoué à la chose publique depuis des décennies. J'ai particulièrement apprécié le discours de sa fille. Parce que souvent, dans ces moments-là, c'est la famille, ça fait du bien à la famille de voir, alors que ton père, tu ne l'as peut-être pas vu tellement souvent à cause, justement, qu'il était tellement dédié à la chose publique, bien, de voir tout cet amour, ce respect de la population québécoise, peu importe qu'on soit de son avis ou pas, ben ça fait chaud au cœur. Alors, c'était des funérailles d'État très senti en termes de message, et je répète encore une fois que c'est un des derniers grands de cette époque qui nous quitte. Pendant ce temps-là, ben, à Gatineau, on s'est passé du maire de Gatineau parce qu'il se trouve à être le beau-fils de Bernard Landry, donc il a participé aux cérémonies, il était là. Mais pendant ce temps-là, ça n'a pas empêché les membres du conseil d'avoir droit à la présentation par l'administration de ce qu'on suggérait comme prochain budget pour l'année 2019. Toutes sortes de discussions à droite et à gauche concernant que ce soit la question de la fusion de la STO, qui est prônée par le président du conseil, Daniel Champagne, avec son chum, M. Carpentier. Ils aimeraient qu'il y ait une étude qui soit faite sur la question. Pas sûr qu'on est à ce stade-ci, moi, de prendre de l'argent pour faire des études sur quelque chose qui est immense comme celui-là, dans le concept où on a encore des hausses de taxes à faire valoir auprès des citoyens de Gatineau. Il y a une question de mettre à jour les parcomètres. On va avoir des parcomètres intelligents. Il y en a qui disent tant mieux, il était temps. Mais n'empêche que ça laisse sous-entendre. Pour ceux qui sont du secteur Gatineau, Buckingham, Masson, Angers, on n'est pas trop habitués, nous, à cette notion de parcomètre, et ce qui est souvent une façon, oui, de contrôler le stationnement, mais en même temps aussi de rentrer des sous dans les coffres de la ville et d'empêcher des fois l'accès à certains commerces. Tout le dossier de l'asphalte, on a appris grâce à Louise Boudria qu'on va y investir moins en termes de hausse que ce qui devrait normalement avoir lieu, mais en même temps, on va mettre beaucoup d'argent dans les pistes cyclables. C'est des choix. Je fais simplement vous dire, gens de Gatineau, regardez, écoutez ces débats-là, parce que c'est vous, qu'en bout de piste, qui allez payer pour ces choses-là. C'est pour ça que souvent, je pose la question, est-ce que ce sont les priorités du conseil de la ville ou est-ce que ce sont les priorités des citoyens de Gatineau? Alors, je pense que c'est à chaque conseiller de faire son travail en conséquence pour s'assurer que la volonté de ces citoyens qui l'ont élu soit bien représentée. Ça ne veut pas dire de faire des guerres de clochers. Je sais qu'il y a eu toute une discussion par rapport à la piscine de Masson-Angers. Qu'est-ce que ça coûterait? Est-ce qu'il faudrait mettre de côté comme projet pour pouvoir la réactiver? Mais c'est ça des débats, et on doit arriver à quelque chose. Ceci étant dit, 2,1 % d'augmentation, c'est plus que le coût de la vie. Une pause, on revient. Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des mamans artificielles, des ressources, des séminaires, du soutien moral, de l'attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Voici de retour. Je voulais vous parler de la question d'un autre pont entre Ottawa et Gatineau. Et non, ce n'est pas de celui sur l'île Kettle. De toute façon, on n'en entend plus bien parler. Il y a des gens qui ont fait leur campagne électorale en 2015, pas pour le nommer, mais le député de Gatineau, Steve McKinnon, puis oui, celui qui m'a battu, qui s'était fait le champion d'avoir ce pont-là,
question qu'il aurait pu être un petit peu plus à l'est, plus en direction de l'aéroport. Ça aussi, on n'en entend pas parler. Mais une suggestion qui est toujours sur la table, c'est celle de ce que j'appelle communément le pont Bourbonnais. Pourquoi je l'appelle le pont Bourbonnais? Pour les gens familiers dans le coin de Masson-Angers, qui sont habitués de prendre les traversiers de la famille Bourbonnais, ça fait longtemps, ça fait des années, des décennies qu'on parle de la possibilité de faire ce pont-là exactement à l'emplacement de là où sont les traversiers. Donc, plutôt que d'avoir des traversiers, on aurait un pont payant. Ça ne règle pas, en passant, je peux trouver l'idée très intéressante. Pont à péage, si les gens sont disposés à le faire, on paye déjà pour ceux qui utilisent le traversier. Donc, ce n'est pas nécessairement problématique à ce niveau-là d'avoir du péage. Mais écoutez-moi bien, ça ne remplace pas l'idée d'avoir un pont, un autre pont pour désenclaver le secteur Gatineau de la grande ville de Gatineau. Secteur Gatineau qui doit forcément passer par le traversier pour se rendre du côté d'Ottawa ou par le pont du Portage, le pont McDonald-Cartier, passer par Hull pour ensuite aller chercher ce pont-là. Donc, il faut franchir, nous, le pont Alexandria, le pont de la Pointe ou le pont des Draveurs pour ensuite se diriger vers des ponts vers Ottawa. Ça fait longtemps, on le sait que la Ville d'Ottawa ne veut rien savoir de ça. Je ne m'éterniserai pas puis je ne repartirai pas nécessairement le débat, mais c'était intéressant de voir que M. Bourbonnais n'avait pas perdu son idée d'avoir cette espèce de pont parce que ça doit être quand même assez cher que d'avoir cet équipement de traversier, d'avoir le personnel pour opérer. C'est quand même du 24 heures par jour, ça, 7 jours semaine. C'est un service qui est très, très utile. À chaque fois que j'ai eu à le prendre, j'ai adoré parce que, bon, ça te permet de t'en aller vers la 17, vers Montréal, si c'est le chemin que tu veux prendre, plutôt que la 50. Mais enfin, ça serait peut-être le fun qu'à un moment donné, ils aient une réponse finale à ça et qu'on en profite peut-être pour regarder les autres avenues, n'en déplaise à la Ville d'Ottawa et les gens de l'Ontario, qui, eux autres, semblent vouloir prôner un tunnel, mais il me semble que ça n'a pas bien avancé, ça non plus. On vous a parlé beaucoup de Bombardier. La semaine dernière, avec ses coupures de poste, Alain Bellemare, le président, qui avait été convoqué au bureau du ministre de l'Économie au Québec, qui a brillé par son absence et un vice-président qui s'est présenté à la place. Beaucoup de gens ont chialé puis ont dit avec raison, d'après moi, que c'est un peu une forme d'arrogance du président, mais ce que Bombardier disait, c'est qu'il était extrêmement occupé puis il y avait bien d'autres choses à faire. Il y a une compagnie à gérer, mais n'empêche que le lendemain, il se retrouvait à Toronto, par contre, pour aller discuter avec des actionnaires de Bombardier que les coupures de poste, ce n'était pas la fin, ce qui avait été annoncé. Il y en aurait d'autres. Alors, ce sera certainement à suivre. Il y a l'AMF qui va s'intéresser justement à ces décisions de Bombardier puis de voir ce qui s'est passé au niveau de la fluctuation des actions parce que c'est quand même assez impressionnant de voir qu'entre juillet et novembre, l'action de Bombardier a perdu au-dessus de 50 quelques %. Alors, de 5 et quelque chose, qui est encore pas beaucoup comparé à ceux qui, comme moi, les imbéciles comme moi, qui ont acheté ça à coût de 20 quelques dollars l'action à l'époque, il y a de cela des décennies, qui se retrouvent maintenant en novembre avec une action qui en vaut 2,50 $, mettons. Alors, c'est toute une chute, mais l'AMF veut surtout vérifier s'il n'y aurait pas eu des jeux d'actionnaires en prévision de ce qu'on voyait venir et des ventes en bloc par les actionnaires d'actions. Alors, certainement à suivre, on n'a pas fini de parler de Bombardier, mais qui a perdu beaucoup de son lustre au sein de la population à titre de fleuron des compagnies québécoises, mettons, qui vont avoir à ramer ou à voler ou à être sur des rails encore longtemps avant de reprendre le capital de sympathie qu'ils ont toujours eu. Olympique d'hiver. Moi, j'adore le sport, je vous le dis tout de suite. Je suis une mordue des Jeux olympiques, je regarde ça. Mais à chaque fois que je regarde ça, je suis estomaquée depuis quelques Jeux olympiques de voir
comment les coûts sont rendus astronomiques. Et quand on sait toutes les histoires de cochonneries qui se déroulent en arrière des portes closes pour obtenir les jeux, pour mettre en place ce que le CIO veut voir dans les pays qui ont été choisis, de voir comment il y a de moins en moins de gens qui achètent des billets pour aller assister aux différentes disciplines parce que ça coûte ben trop cher. Alors, il ne fallait pas se surprendre de voir que Calgary, qui avait l'intention de présenter son offre pour présenter les Jeux olympiques d'hiver de 2026, ont décidé, parce qu'il y avait beaucoup de grogne dans la population, de faire un référendum qui n'était pas nécessairement contraignant, en ce sens que ce n'est pas le résultat du référendum qui était la condition pour présenter ou pas, mais n'empêche que les membres du Conseil et de la province ont dit qu'ils se sentiraient liés par les résultats et est arrivé ce qui devait arriver. Les gens de Calgary ont dit au-dessus de 50 quelques % non à cette aventure olympienne pour les raisons justement que c'est rendu des coûts absolument, ça n'a plus de bon sens, il n'y a plus de limite. Alors dans un tel contexte, je pense que les gens de Calgary ont pris la bonne décision. Et peut-être qu'il faudrait que tous les pays qui y songent, si c'était des noms flats partout puis que personne présentait sa candidature, il faudrait peut-être que le CIO revoie à la baisse ses exigences pour qu'on redevienne à un niveau un petit peu plus raisonnable. J'ai lu une chronique de Jean-Luc Brassard, ancien champion olympique canadien, qui disait, lui aussi, il adore les Jeux olympiques, mais qui disait, dans tout ça, là, les athlètes, eux, c'est du cheap labor parce qu'ils reçoivent absolument un gros zéro de l'aventure olympique. Au Canada, fort probablement, en tout cas, ils ne reçoivent pas des montants, même si on a, à vous, le podium, là, c'est pas grand-chose, ça leur permet juste de survivre pour continuer à s'entraîner, pas comme dans d'autres pays, comme entre autres la Russie, où les athlètes sont certainement beaucoup plus catinés par l'État qu'on le fait ici au Canada. Mais tout ça pour dire que c'est rendu d'un ridicule consommé. Il y a eu des reportages à TVA qui sont venus beaucoup me chercher, une journaliste de TVA qui a fait le tour des différents CHSLD, plus dans l'Est du Québec, mais je ne voudrais pas qu'on se serve de cet argument-là pour penser que nous, on est à l'abri de la problématique, puisque je pense que c'est la même chose qui se fait un peu partout au Québec, à savoir que les centres hospitaliers de soins de longue durée, les maisons, les résidences pour personnes retraitées, et Dieu sait qu'il y en a, là, juste dans notre région, on en a plusieurs, on y entrerait pas mal comme dans un moulin. Ce qui porte la journaliste à dire, et on doit s'interroger comme société québécoise, à savoir, est-ce que ces endroits-là sont sécuritaires pour les personnes âgées, surtout dans les CHSLD, puisque ce sont souvent des gens qui ont des incapacités physiques ou même intellectuelles parfois qui sont dans ces endroits-là. Et si la sécurité n'est pas présente, je vais vous dire, c'est une problématique assez sérieuse et les familles vont devoir commencer à s'inquiéter. J'étais contente de voir le gouvernement du Québec, le gouvernement de François Legault de la Coalition Avenir Québec, dire qu'on était pour augmenter la sécurité. J'ai hâte de voir quelles mesures on va mettre en place, mais je pense que ça ne prend pas grand-chose. Ils l'ont déjà pas mal, le système. Moi, je sais que si je vais dans des résidences rencontrer des gens que je connais, des résidences pour personnes âgées, autonomes, il faut sonner, il faut s'inscrire à la réception, mais je peux quand même vous dire que ce ne sont pas toutes les résidences qui sont aussi à cheval sur les principes. Il y en a qui t'ouvrent pratiquement automatiquement la porte. J'imagine qu'ils regardent puis ils disent « Ah, pas l'air trop dangereuse, donc on la laisse passer. » Mais non, il faudrait passer à la réception, signer, dire qui on s'en va voir pour avoir un certain élément de contrôle et certaines formes de sécurité. Enfin, à suivre, c'est bien certain. La question des grèves tournantes à Post Canada, est-ce que ça va bientôt déboucher? Moi, je pense que oui. Premièrement, on approche des fêtes. C'est un temps extrêmement fort pour Post Canada. Écoutez, avec la livraison de colis, il y a eu eBay cette semaine qui a fait certaines pressions du côté du gouvernement fédéral, du gouvernement de Justin Trudeau, pour lui dire de s'impliquer dans le dossier
parce que ça risque de compliquer les livraisons de colis, de cadeaux pendant le temps des fêtes. C'est peut-être le bon temps pour les deux parties de s'asseoir, peut-être le bon temps pour Post Canada d'apprécier le travail que ses employés font pour son entreprise et d'essayer de trouver des terrains d'entente. Le mandat du médiateur spécial a expiré, peut-être faudrait l'extensionner, faudrait peut-être, je ne sais pas, moi, commencer à intervenir un petit peu plus. Est-ce qu'on doit y aller avec une loi de retour au travail? Si les libéraux de Justin Trudeau font ça, après ça être objecté, quand Stephen Harper l'a fait suite à un lockout de Post Canada à l'été de 2011, si ma mémoire est bonne, alors que j'avais vécu à la Chambre des communes littéralement la semaine des 3 jeudis. Je vous conterai ça un autre jour. Je ne suis pas certaine qu'il n'y aurait pas une forme et une dose d'hypocrisie. Est-ce que c'est essentiel pour l'économie, comme le disait Stephen Harper? Non. C'est une entreprise, par contre, qui joue un gros jeu. Parce que si les gens s'écœurent, vont passer par d'autres chemins. De plus en plus de petites entreprises qui facturent maintenant électroniquement, qui reçoivent même le paiement électroniquement. Alors, un jour, peut-être qu'à part les livraisons, et les livraisons peuvent se faire par d'autres entreprises, ils vont peut-être réaliser qu'ils deviennent de moins en moins nécessaires. Et il me semble qu'un pays sans un système de poste public comme on l'a avec Post Canada, ça ferait dur que de perdre les services de Post Canada. Même chose, puis je n'embarquerai pas sur la Société des alcools du Québec. Des grèves, là, je ne sais même pas ce que ça sert. Une grève pour les employés de la SAQ, honnêtement, est-ce que les gens vont souffrir réellement ou est-ce qu'ils n'auront pas fait le plein avant? En tout cas, ça reste à voir. Je fais simplement dire que des grèves, des lockouts, ce n'est pas toujours les solutions pour des problèmes de relations de travail. Je vais terminer avec mes dernières secondes qui me restent pour vous parler de l'imbécile qui s'est promené sur la 50 à faire des dépassements. Un camion, il faut le faire, là, vous allez le voir, le camion à l'écran, qui se promenait sur l'accotement pour dépasser des voitures. Il a été filmé par quelqu'un qui était passager dans une voiture. Ça a fait le tour du Québec. Il ne fallait pas être brillant. Et en plus, c'est facile à retracer. Alors, il est sûrement dans le trouble, pas à peu près, mais ne faites pas ça. Déjà que c'est une autoroute, quand elle est qu'à 2 voies, une voie de chaque bord, qui est extrêmement dangereuse. Il y a eu les feux dévastateurs en Californie. C'est triste. On parle de 59 personnes qui, au moment où je vous parle, sont décédées. C'est d'une tristesse absolument épouvantable. Et je ne pourrais pas passer sous silence, moi, une grande fan des super-héros de Marvel, le décès de Stan Lee. Ciao, Stan. Alors, Boivin, dis plus rien.